Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Et nous allons commencer cette première revue de la presse israélienne de la semaine, un peu comme nous avions commencé la dernière, vendredi de la semaine dernière, c'est-à-dire en revenant sur l'exploit inachevé de la sonde spatiale israélienne Bereshit, qui s'est certes posée sur la Lune, vous le savez, mais en s'écrasant et donc sans que cet alunissage ne puisse être pleinement validé. Et bien ce matin, tous les quotidiens israéliens indiquent en première page que Bereshit aura une suite qui s'appellera Bereshit numéro 2 et qu'à l'initiative de Maurice Kahn, le philanthrope juif qui avait déjà fourni la majeure partie du financement du premier projet, un second programme spatial va voir le jour. Maurice Kahn a en effet promis de réunir avec d'autres philanthropes les fonds nécessaires pour poursuivre l'aventure dans les plus brefs délais. Nous allons poser le drapeau d'Israël sur la Lune, a déclaré Maurice Kahn, qui a promis dès aujourd'hui de réunir les responsables du projet afin d'entamer donc la seconde version de Bereshit. Le Yediot Aharonot titre ce matin Matrilim mi Bereshit. On commence depuis le commencement. Nous irons jusqu'au bout, a promis Maurice Kahn, et le Yediot Aharonot nous montre la dernière photo de la Lune envoyée par la sonde Bereshit quelques secondes à peine avant de s'écraser. Et l'on ne peut qu'applaudir devant cette détermination donc de Maurice Kahn et des responsables de Spasayel à aller jusqu'au bout d'un projet aussi exceptionnel. Mais ce matin, dans la presse israélienne, eh bien, on peut dire que l'effervescence post-électorale est nettement perceptible. Les tractations en vue de la formation de la coalition gouvernementale se poursuivent et selon Israël Hayom, elles se focaliseraient autour d'un véritable bras de fer entre les deux personnalités politiques qui ont longtemps été des amis très proches mais qui sont devenus aujourd'hui plus que jamais des rivaux. Il s'agit d'Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, et d'Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beitenou. Le Israël Hayom annonce que le ministère de l'Intérieur sera au cœur de ce bras de fer puisque tant Chasse qu'Israël Beitenou le réclament. Israël Beitenou, qui n'a que 5 mandats, veut les ministères de la Défense et de l'Intérieur, pas moins. Et les quotidiens soulignent que Lieberman durcit le ton de jour en jour. Et ces exigences de Lieberman sont l'une des causes des rumeurs sur la formation d'un gouvernement d'union entre le Likoud et le Parti bleu-blanc. Page 2 du Yediot Aharonot, Sever Plotzker, l'un des journalistes les plus chevronnés du journal, écrit ce matin justement un éditorial dans lequel il explique pourquoi il n'y a aucune raison pour former un gouvernement d'union nationale aujourd'hui. En effet, écrit-il, l'État d'Israël ne se trouve pas actuellement dans une situation d'urgence sécuritaire ou économique. Il n'a pas besoin de réparer des blessures dramatiques. La campagne électorale a certes été rude, mais pas autant que d'autres. Et puis, Netanyahou doit comprendre que ni Gantz ni Lapid ne cautionneront un Premier ministre qui est en passe de devenir inculpé ou sous chef d'accusation. D'ailleurs, en page 6, Lapid et Gantz précisent que si cela n'était pas clair, qu'ils ne siégeront pas dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou. Par contre, en consultant les pages 2 et 3 du Israël Hayom, on découvre que Moshe Kahlon et son parti Kulanu sont à deux doigts de rejoindre le Likoud, ce qui permettra au grand parti de droite d'atteindre les fameux 40 députés que Binyamin Netanyahou avait fixés comme objectif au début de la campagne. Selon le Maariv, Kulanu devrait obtenir selon cet accord, le ministère des Finances, qui lui appartient déjà, et celui du Commerce, qui reviendra à Eli Cohen, qui est aussi le ministre sortant. Alors que Kulanu arrive, eh bien, les quotidiens israéliens indiquent au sein du Parti travailliste, une démarche a été entreprise afin qu'Avi Gabay s'en aille. Avi Gabay qui est tenu pour responsable de l'échec cuisant du Parti travailliste, qui se retrouve avec 6 députés, donc dans la pire situation de son histoire. Le Haaretz croit savoir d'ailleurs que pour sa part, que le Parti travailliste et le Meretz envisagent une fusion. Tamar Zandberg, la leader du parti Meretz, a affirmé qu'elle était favorable à cette union. Les quotidiens soulignent également que vendredi, Benny Gantz a finalement cédé à la pression populaire, ou en tout cas aux critiques même de certains observateurs. Il a téléphoné à Binyamin Netanyahou pour le féliciter pour sa victoire, avec donc plus de 2 jours de retard. Les quotidiens rappellent également que c'est demain que le président de l'État, Reuven Rivlin, entamera ses consultations en vue de désigner celui qui semblera le plus apte à former une coalition gouvernementale. Mati Tourfeld, dans le Israël Hayom, affirme qu'avec l'entrée de Kahlon au Likoud, Netanyahou disposera d'une coalition de 65 députés qui lui permettra de procéder à des changements, dit-il, conséquent, même dramatique dans la réalité israélienne, en particulier dans les relations entre le pouvoir juridique et le pouvoir exécutif. Tourfeld affirme que l'occasion est donnée de mettre un terme à ce qu'il appelle la monarchie juridique forgée par le juge Aaron Barak il y a près de 3 décennies. Quant au deal du siècle du président américain Donald Trump, selon Tourfeld, Binyamin Netanyahou ne le craint pas et il ne tient pas compte des estimations selon lesquelles il devra faire des concessions territoriales pour satisfaire
aux exigences de son ami président américain. Le Israël présente de manière plus détaillée les objectifs qui attendent le prochain gouvernement Netanyahou dans différents domaines. Dans le sécuritaire, l'enjeu principal sera d'éviter une dégradation de la situation dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie. Dans le domaine diplomatique, l'enjeu sera d'améliorer la situation d'Israël face aux Palestiniens alors que l'Europe s'effrite et que les États-Unis sont de plus en plus solides et alliés d'Israël. Dans le domaine économique, l'enjeu sera de faire face à un déficit de 12 à 15 milliards de shekels. Et dans le domaine des transports, l'enjeu majeur sera de résoudre les problèmes dans les réseaux ferroviaires, comme on a pu le constater. Des problèmes qui sont grandissants, comme on a pu le voir vendredi avec une grève surprise des chauffeurs de train, donc en Israël entre 8h et 10h du matin. Le troisième grand titre dans l'actualité de ce matin est en évidence sur tous les quotidiens et les sites d'information qui reviennent sur les propos très controversés tenus par le président brésilien Jair Bolsonaro en fin de semaine dernière. 2 semaines après avoir effectué une visite au mémorial du Yad Vashem, Bolsonaro a déclaré « Nous pouvons pardonner », sous-entendu aux nazis, mais nous ne pourrons pas oublier. Ceux qui oublient leur passé sont condamnés à ne pas avoir d'avenir. Il faut agir pour que la Shoah ne se reproduise plus, a déclaré Bolsonaro lors d'une rencontre avec des évangélistes. Cette petite phrase sur le pardon a fait bondir des responsables israéliens et juifs. Et le président Rivlin a écrit dans un tweet « Nous n'oublierons jamais et nous ne pardonnerons jamais. Personne ne nous obligera à pardonner ». Donc a dit le président israélien. Cependant, l'ambassadeur d'Israël au Brésil a volé au secours du président Bolsonaro en affirmant que sa déclaration était l'écho de ce qu'il avait ressenti lors de sa visite au Yad Vashem et qu'à aucun moment il n'a remis en cause la gravité de la Shoah. Il faut rappeler que c'est la seconde fois en quelques semaines que Bolsonaro commet, on peut dire, une bévue liée à la Shoah. Il y a peu, il avait accusé les nazis d'être des socialistes gauchistes. Fin de citation. Et fin de cette revue de la presse israélienne de ce dimanche matin. La suite de notre programme dans quelques instants.